Dans la brume glacée de Plougrescant, une maison attend. Elle attend depuis des générations, patiente comme la pierre, affamée comme la mer. Et ce soir, ceux qu'elle réclame viennent enfin franchir son seuil. Le corbillard noir vient de disparaître au tournant du chemin côtier. Solène Le Guen reste seule devant le manoir Kervella, sa robe de deuil battant sous le vent d'ouest qui hurle depuis les falaises. L'air sent l'iode, le varech pourrissant et quelque chose de plus ancien, une odeur de pierre humide et de temps figé qui lui soulève le cœur. À 28 ans, elle n'a pas remis les pieds ici depuis 15 années. 15 années depuis la nuit où sa mère a disparu dans ce même brouillard, laissant derrière elle seulement une empreinte de pas qui s'arrêtait net au bord de la falaise, comme si elle s'était simplement évaporée dans l'air salé. Avant de continuer, dites-moi, de quelle ville vous m'écoutez? J'adore savoir où vous êtes et quelle est la température dans votre ville. Maintenant, son père Armand repose dans le cimetière de Saint-Gonéry, emporté par ce que le médecin a pudiquement appelé une défaillance cardiaque brutale. Mais Solène a vu le visage de son père dans le cercueil. Elle a vu l'expression figée, la bouche entr'ouverte comme sur un cri silencieux, les yeux écarquillés fixant quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Le docteur Loussoirne a baissé les yeux quand elle lui a demandé des explications. Il a simplement murmuré en breton que certaines maisons ne laissent pas partir ceux qui leur appartiennent. Le manoir Kervella se dresse contre le ciel plombé comme une bête accroupie. 3 étages de granit sombre, des fenêtres étroites qui ressemblent à des yeux mi-clos, un toit d'ardoise mangé par la mousse et le lichen. Les volets du 2e étage claquent par intermittence, bien que Solène ne sente aucun vent à cette hauteur. Le bruit résonne dans le silence avec une régularité inquiétante, comme un cœur battant dans la poitrine de pierre. « Tu comptes rester planté là jusqu'à la nuit, Solène ?» La voix de son frère Louis l'a fait sursauter. Il a surgi du vestibule, ses 25 ans alourdis par trop de cognac et trop de dettes de jeu dans les cercles parisiens. Ses yeux injectés de sang scrutent déjà la façade, calculant sans doute la valeur du bien, combien il pourra en tirer pour éponger ses créances. Derrière lui, dans la pénombre du hall, Solène distingue les silhouettes des autres héritiers. Hélène, la veuve du frère aîné mort à la guerre du Transvaal, ses 40 ans marqués par le deuil et une claudication qui l'a fait boiter comme une corneille blessée. Mathis, leur cousin de 19 ans aux traits fins et au regard inquiet, celui qui n'a jamais connu autre chose que la charité familiale, et le notaire Kervoazek, petit homme sec aux lunettes cerclées de fer, qui tripote nerveusement son col à mi-donné. La lecture du testament aura lieu demain matin à 9 heures précises, annonce Kervoazek d'une voix nasillarde. En attendant, je vous suggère fortement de vous installer. La domestique a préparé les chambres selon les instructions laissées par votre père. Quel domestique? Solène fronce les sourcils. Son père vivait seul depuis des années, refusant obstinément tout personnel dans la maison, chassant même les femmes du village qui proposaient de faire le ménage. Mais effectivement, en pénétrant dans le vestibule, elle aperçoit une femme âgée vêtue de noir qui disparaît dans un couloir latéral, une silhouette voûtée qui se déplace sans un bruit, comme si ses pieds ne touchaient pas le sol. Une odeur de cire d'abeille et de vieux bois ciré flotte dans l'air, mêlée à quelque chose de moins agréable, une senteur rance, presque animale, comme celle d'une tanière abandonnée où quelque chose aurait pourri lentement. Le hall d'entrée n'a pas changé. Le même carrelage en damier noir et blanc, usé au centre par des générations de pas, les dalles blanches devenues grises et les noires luisantes comme du charbon mouillé. Le même escalier monumental dont la rampe de chêne sculptée représente des scènes marines, des sirènes aux seins nus et aux queues écailleuses, des navires naufragés pris dans des vagues gigantesques, des noyés au visage tordu de terreur, la bouche ouverte sur des cris muets. Le même grand miroir vénitien au cadre doré, si terni par l'humidité salée qu'il ne renvoie plus qu'un reflet trouble et déformé, comme si on se regardait à travers une eau stagnante. Et surtout, le même silence épais, presque palpable, qui semble absorber les sons plutôt que les répercuter. Même leurs pas sur le carrelage sonnent étouffés, avalés par les murs. On dit que personne n'a réussi à habiter cette maison plus de 6 mois d'affilée, murmure Mathis en s'approchant de Solène. Ses mains tremblent légèrement, ses doigts fins s'agitent contre sa veste usée. Depuis la construction en 1743 par Yves Le Guen, tous ceux qui ont essayé sont partis précipitamment, ou bien ils laissent sa phrase en suspens, mais Solène comprend, ou bien ils sont morts, comme sa grand-mère en 1867, retrouvée au pied de l'escalier, la nuque brisée.
comme son grand-oncle en 1881, découvert gelé dans sa chambre en plein mois d'août, comme sa mère en 1887, comme son père maintenant. Ce ne sont que des superstitions bretonnes, tranche Hélène en montant l'escalier, sa canne frappant les marches avec un bruit sec qui résonne dans le silence. Des histoires de vieilles pour effrayer les enfants et justifier leur paresse. Cette maison vaut une fortune. Le granit seul pourrait rapporter une somme considérable. Sa voix est dure, calculatrice. Elle aussi a des dettes, Solène le sait. Son défunt mari a laissé plus de créanciers que de souvenirs. Mais Solène se souvient. Elle se souvient des nuits d'enfance passées dans la chambre du 3e étage, à écouter les craquements dans les murs. Pas les craquements ordinaires d'une vieille maison qui se tasse avec les ans, mais des sons rythmés, presque délibérés, comme si quelque chose se déplaçait dans l'épaisseur de la pierre. Un grattement régulier qui commençait toujours à la même heure, 3h13 du matin. Elle se souvient de sa mère chuchotant des prières en breton devant le crucifix de la cuisine, refusant de monter au grenier même en plein jour, faisant le signe de croix chaque fois qu'elle passait devant la porte condamnée. Et surtout, elle se souvient de cette dernière nuit, les 3 coups frappés à la porte de la chambre maternelle, le cri étouffé, puis le silence. Un silence si profond qu'il semblait avoir englouti toute vie. La domestique, ou ce qui en tient lieu, a distribué les chambres selon une logique que Solène ne comprend pas. Louis hérite de l'ancienne chambre du maître au 1er étage, celle avec sa cheminée monumentale en marbre de Carrare et son lit à baldaquin aux rideaux de velours pourpre mangé par les mythes. Hélène reçoit la chambre bleue, celle qui donne sur la mer, où les vagues semblent gronder juste sous la fenêtre même, par temps calme. Mathis est relégué dans une petite pièce du 2e étage, à peine plus grande qu'un placard, avec pour seul mobilier un lit étroit et une chaise bancale. Quant à Solène, on lui attribue sa chambre d'enfance au 3e, sous les combles, là où le plafond mansardé est si bas qu'elle doit se courber pour ne pas se cogner aux poutres noircies par le temps. En gravissant les marches qui mènent au dernier étage, Solène sent le froid s'intensifier. Pas le froid normal d'une maison mal chauffée en ce mois de novembre, mais un froid humide, visqueux, qui semble émaner des murs eux-mêmes et s'accrocher à sa peau comme une toile d'araignée. Les portraits des ancêtres, le Gwen, la fixent depuis leur cadre terni. Des hommes austères aux favoris grisonnants, au regard sévère, vêtus de redingotes noires. Des femmes au visage blême et au regard vide, serrant contre leur poitrine des bébés emmaillotés qui ressemblent plus à des poupées de cire qu'à des êtres vivants. Tous semblent partager la même expression, une résignation mêlée de terreur, comme s'ils avaient su ce qui les attendait dans cette maison, comme s'ils avaient accepté leur sort. Sa chambre n'a pas changé, le petit lit de fer contre le mur, sa peinture écaillée, révélant la rouille en dessous, la commode bancale avec ses 3 tiroirs qui grincent, l'unique fenêtre donnant sur le cimetière de Saint-Gonéry qu'on distingue dans le lointain brumeux, ses croix de granit penchées comme des dents gâtées. Mais quelqu'un, la domestique sans doute, a allumé un feu dans l'âtre. Les flammes projettent des ombres dansantes sur les murs de plâtre écaillés, révélant des taches d'humidité qui forment des motifs étrangement réguliers, presque des lettres, presque des mots. Solène s'approche, plisse les yeux. Les taches semblent bouger dans la lumière vacillante, se réorganiser, former des phrases qu'elle ne parvient pas tout à fait à déchiffrer. Elle pose sa valise en cuir usé sur le lit. Les ressorts grincent comme ils ont toujours grincé. Elle s'approche de la fenêtre, écarte le rideau de dentelle mitée. La nuit tombe rapidement, comme elle tombe toujours sur cette côte déchiquetée. Les lumières du village de Plougrescan scintillent faiblement à 2 kilomètres de là, de minuscules points jaunes dans l'obscurité grandissante. Mais le manoir reste isolé sur sa langue de terre, cerné par la mer, sur 3 côtés. Le chemin qui mène au village serpente entre des landes couvertes d'ajoncs noirs et de bruyères mortes, un chemin que les gens du coin évitent après la tombée du jour. Solène se souvient des murmures à l'école, des enfants qui se signaient quand ils passaient devant le portail du manoir, des mères qui pressaient le pas en tirant leurs petits par la main. 3 coups, Solène se fige, la main encore sur le rideau. Les coups ont résonné clairement dans le silence. 3 coups espacés, frappés contre du bois. Cela vient d'en bas, du 2e étage peut-être, ou du 1er. Difficile à dire, dans cette maison où les sons semblent voyager de manière imprévisible. Elle retient son souffle, l'oreille tendue, le cœur battant contre ses côtes. Rien. Le silence retombe, épais comme une couverture de laine humide. Puis, après un long moment qui semble durer une éternité, elle entend le murmure.
trop bas pour distinguer les mots, mais indubitablement une voix qui semble venir de partout et de nulle part à la fois, comme si elle résonnait dans les murs eux-mêmes, dans la structure même de la maison. Elle sort de sa chambre, une bougie à la main. L'allumette craque dans le silence. La flamme vacille puis se stabilise, projetant un halo de lumière tremblant. Le couloir du 3e étage s'étend dans une obscurité presque totale. Sa flamme vacille, comme si un courant d'air l'agitait, mais Solène ne sent aucun souffle sur sa peau. Les ombres reculent à contre-cœur devant sa lumière, révélant le papier peint déchiré, des motifs floraux délavés, qui ressemblent maintenant à des taches de sang séchées. Les lattes du plancher disjointes craquent sous ses pas, et au fond du couloir, elle la voit, la porte du grenier, cette porte qui n'aurait jamais dû être entr'ouverte. Solène s'en souvient fermée à clé, condamnée même, clouée par son grand-père après la mort mystérieuse de sa grand-mère en 1867. Son père lui avait raconté comment le vieil homme avait planté les clous lui-même, une douzaine de gros clous de forge, en murmurant des prières en latin qu'il ne comprenait même pas. Pourtant, ce soir, la porte bâille dans l'obscurité, révélant un escalier étroit qui monte vers des ténèbres encore plus profondes. Un courant d'air glacé s'en échappe, charrie cette odeur de terre et de renfermé, et autre chose, une fragrance douceâtre de fleurs fanées et de chair en décomposition. Les clous gisent éparpillés sur le plancher, comme si quelqu'un les avait arrachés récemment. Pas toi, pas encore. Solène recule si violemment qu'elle faillit lâcher sa bougie. Le chuchotement a été parfaitement clair cette fois, prononcé tout près de son oreille par une voix qu'elle connaît, la voix de sa mère, une voix qu'elle n'a pas entendue depuis 15 ans. Douce et triste, exactement comme dans son souvenir. Elle se retourne brusquement, la flamme de sa bougie créant des ombres folles sur les murs. Personne. Le couloir est vide, mais l'air à côté d'elle semble plus froid, plus dense, comme si quelque chose s'y tenait debout. Un cri monte du rez-de-chaussée, un cri masculin brusquement interrompu. Puis un fracas de verre brisé qui se répercute dans toute la maison. Solène se précipite vers l'escalier, dévalant les marches 2 par 2, sa main libre, agrippant la rampe visqueuse d'humidité. La flamme de sa bougie s'éteint à mi-chemin, la plongeant dans le noir. Elle continue à tâtons, le cœur battant à tout rompre, ses pieds cherchant les marches dans l'obscurité. Elle manque de tomber à 2 reprises, se rattrape de justesse à la rampe qui grince sous son poids. Le vestibule baigne dans une semi-obscurité. La lampe à pétrole gît renversée sur le carrelage, l'huile formant une flaque qui brille faiblement dans la lumière venant de la rue. Le verre de la lampe a explosé. Des éclats scintillent sur les dalles noires et blanches. Louis est accroupi près de la porte du salon, une main plaquée contre son front. Du sang coule entre ses doigts, sombre et épais, goutte sur le col de sa chemise blanche. Qu'est-ce qui s'est passé, Louis? Solène s'agenouille près de lui, essaie d'écarter sa main pour voir la blessure. Il résiste, son bras tremblant. Je ne sais pas. Sa voix tremble, se brise. J'étais là, debout devant le miroir, et j'ai vu... Il s'interrompt, le regard fixé sur quelque chose derrière Solène. Ses yeux sont écarquillés, sa pupille dilatée. J'ai vu quelqu'un, dans le reflet. Quelqu'un qui n'était pas dans la pièce, quelqu'un qui me regardait, qui me fixait avec ses yeux. Mon Dieu, ses yeux. Hélène descend l'escalier en claudiquant, sa canne cognant contre chaque marche, une lampe à huile à la main. La lumière projette son ombre démesurée sur le mur. Que se passe-t-il ici? On ne peut donc pas avoir la paix même une nuit. Sa voix est irritée, mais Solène y décèle une note de peur mal dissimulée. Le miroir, balbutie Louis. Regardez le miroir. Regardez ce qui est écrit. Ils se tournent tous vers le grand miroir vénitien. Dans la lumière tremblante de la lampe d'Hélène, Solène distingue leurs reflets déformés. 3 silhouettes pâles et fantomatiques qui semblent flotter dans la surface ternie. Mais il y a autre chose. Des traces sur la surface comme si quelqu'un avait écrit avec un doigt humide, des mots en breton ancien, une langue que Solène comprend à peine, celle que sa grand-mère parlait avant de perdre la raison. Elle traduit lentement sa voix à peine audible. Ceux qui restent sont ceux qui servent. Un craquement résonne au-dessus de leur tête. Un craquement long et sinistre, comme si une poutre était sur le point de céder. Tous lèvent les yeux vers le plafond. Le lustre en cristal se balance doucement, ses pendeloques tintant les unes contre les autres avec un son cristallin, bien qu'il n'y ait aucune raison pour qu'il bouge. Aucun courant d'air, aucune vibration. Il se balance simplement, décrivant un arc régulier, hypnotique. Et dans ce mouvement, Solène croit entendre un rire, faible,
lointain mais indubitablement réel. Un rire qui semble venir des murs eux-mêmes, de la structure même de la maison. Un rire de femme. Un rire qu'elle reconnaît. Mathis apparaît en haut de l'escalier, le visage livide, sa chemise est déboutonnée, ses cheveux en désordre. « Ma porte !» dit-il d'une voix blanche. « Ma porte s'est verrouillée de l'intérieur. J'ai dû forcer pour sortir, et sur le mur de ma chambre, il descend les marches en titubant, s'accroche à la rampe. Quoi? Hélène monte vers lui, sa canne résonnant sur les marches. Qu'y a-t-il sur le mur? Parle, bon sang. Des noms, murmure Mathis, des noms gravés dans le plâtre, tous les noms de ceux qui ont vécu ici. Et à côté de chaque nom, une date. Il s'assoit sur une marche, ses jambes ne le portant plus. Solène sent sa gorge se serrer. Quelle date, Mathis? Quelle date? La date de leur mort, répond-il dans un souffle. Tous morts ici, dans cette maison. Aucun n'en est sorti vivant. Aucun. Le vent se lève brutalement dehors, faisant claquer tous les volets à l'unisson. Le bruit résonne comme un roulement de tambour funèbre, comme si la maison applaudissait. Les vitres tremblent dans leur cadre. Et quelque part dans les profondeurs de la maison, peut-être au premier étage, peut-être plus bas encore, dans la cave que personne n'a le droit d'ouvrir, une horloge se met à sonner. Les coups résonnent lentement, gravement. 1, 2, 3, 13 coups en tout. 3 heures, 13 du matin. Une heure qui n'existe pas sur aucune horloge du manoir. Une heure qui n'existe pas dans le temps normal. Une heure qui, selon les vieilles légendes bretonnes que grand-mère racontait avant de sombrer dans la folie, était celle où les maisons anciennes respiraient. L'heure où elles choisissaient qui pouvait demeurer entre leurs murs. L'heure où elles réclamaient leur dû. Et dans le silence qui suit les derniers coups, un silence si profond qu'on entend le sang battre dans les tempes, Solène comprend avec une clarté glaciale ce que son père a essayé de lui dire dans sa dernière lettre. Cette lettre qu'elle a trouvée dans la poche de sa veste après l'enterrement, froissée et tachée de ce qui ressemblait à des larmes. « Ne reviens jamais », avait-il écrit de sa main tremblante. « La maison a faim. Elle a toujours faim. Et cette fois, elle ne laissera personne partir. Nous sommes sa nourriture. Nous l'avons toujours été. » Louis se relève lentement, sa main toujours pressée contre son front sanglant. Il regarde autour de lui, ses yeux passant d'un visage à l'autre. « Nous devons partir, dit-il. Maintenant, cette nuit, prendre nos affaires et filer avant l'aube. » Mais même en prononçant ces mots, il sait qu'il est trop tard. Ils le savent tous. La porte d'entrée, cette massive porte de chêne cloutée qui a résisté à 2 siècles de tempête, ne s'ouvrira plus. Solène le sait sans même essayer. Elle le sent dans ses os, dans son sang, le Gwen qui coule dans ses veines depuis des générations. La maison les a enfin tous réunis. Et maintenant qu'ils sont là, elle ne les laissera pas repartir. Dehors, la brume monte des falaises, épaisse et blanche comme un linceul. Elle enveloppe le manoir, l'isole du monde, le cache aux yeux du village. Demain matin, les pêcheurs qui partiront avant l'aube verront cette brume et feront un détour, même si cela rallonge leur route. Ils savent, tout le village sait, le manoir Kervella se nourrit, et quand il se nourrit, il faut le laisser faire. Il faut laisser la maison prendre ce qui lui appartient, depuis 1743, depuis toujours. Le notaire Kervoisec ne réapparut pas cette nuit-là. Ils l'attendirent dans le grand salon, assis sur les fauteuils Louis XV, recouverts de velours râpé, écoutant les craquements de la maison. Hélène finit par monter voir dans la chambre d'amis du premier étage où il s'était retiré. Elle redescendit 10 minutes plus tard, encore plus pâle qu'à l'accoutumée. « Sa chambre est vide », dit-elle simplement. Le lit n'est pas défait. Ses affaires ont disparu, comme s'il n'était jamais venu. « Impossible », protesta Louis en se servant un verre de cognac d'une carafe poussiéreuse. « Je lui ai parlé il y a 2 heures à peine. Il était là, dans cette pièce. Nous l'avons tous vu. » Mais même en disant cela, sa main tremblait, le cognac ondulait dans le verre en cristal taillé. Solène se souvenait. Elle se souvenait du visage du notaire quand il était entré dans le vestibule. Cette expression qu'elle n'avait pas comprise sur le moment. Pas de la nervosité, pas de la gêne, de la résignation, comme un homme qui monte à l'échafaud. Mathis se tenait près de la fenêtre, regardant la brume qui semblait maintenant lécher les vitres. « Il faut monter, dit-il sans se retourner. Il faut voir les noms. Vous devez voir. » Personne ne bougea pendant un long moment. Puis Solène se leva. Elle sentait le poids du regard de sa mère sur elle, ce regard qu'elle avait senti toute son enfance. Ce regard qui disait « Tu es différente. Tu comprends des choses que les autres ne comprennent pas. Tu as le don des Le Gwen. »
le don maudit. La chambre de Mathis sentait le plâtre frais et quelque chose de métallique, comme du sang séché. La lampe à huile que Solène tenait éclaira le mur. Elle entendit Hélène étouffer un cri derrière elle. Louis lâcha une bordée de jurons. Le mur entier était couvert de noms, des dizaines de noms, peut-être des centaines, gravés dans le plâtre avec une régularité maniaque. Yves Le Guen, 1743-1749. Marguerite Le Guen, 1744-1749. Jean Le Guen, 1750-1756. Anne Le Guen, 1751-1756. Les noms se succédaient, génération après génération. Aucun n'avait vécu plus de 10 ans dans la maison. La plupart beaucoup moins. Et en bas du mur, dans un plâtre encore humide qui luisait à la lumière de la lampe, 5 noms nouveaux. Solène Le Guen, Louis Le Guen, Hélène Le Guen, Mathis Le Guen, et un 5e nom que Solène ne reconnut pas immédiatement. Maël Kervoazek, le notaire. À côté de son nom, une date, 1902, pas de jour précis, juste l'année, comme si la maison n'avait pas encore décidé quand, ou comme si elle savait que cela n'avait pas d'importance. C'est une plaisanterie, dit Hélène, mais sa voix manquait de conviction. Une mauvaise plaisanterie. Quelqu'un essaie de nous effrayer. Les domestiques, peut-être. Cette vieille femme... Quelle vieille femme? L'interrompit Mathis. Vous l'avez vue, vous? Vraiment vue? Ou avez-vous juste aperçu une ombre comme moi? Un mouvement du coin de l'œil? Le silence qui suivit fut sa réponse. Personne n'avait vraiment vu la domestique. Juste sa silhouette, juste l'impression d'une présence. Solène passa sa main sur les noms gravés. Le plâtre était froid, humide. Sous ses doigts, elle sentait les rainures profondes, creusées avec force, pas avec un outil. Avec des ongles. Elle reconnaissait la forme. Des ongles humains qui avaient gratté jusqu'à ce que le plâtre cède, jusqu'à ce que le sang coule. Elle retira sa main brusquement. Il y avait du sang séché dans certaines rainures. Du sang brun ancien, mais pas tant que ça. Quelques jours peut-être, une semaine tout au plus. Nous partons à l'aube, déclara Louis. Héritage ou pas, je ne reste pas une nuit de plus dans cette maison de fous. Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta net. La poignée tournait toute seule, lentement, comme si quelqu'un essayait d'entrer. Mais quand la porte s'ouvrit, il n'y avait personne dans le couloir, juste ce courant d'air glacé qui sentait la terre mouillée et les fleurs pourries. La porte se referma doucement, presque tendrement, et le verrou claqua tout seul. Un bruit sec, définitif. Louis se précipita sur la porte, tira sur le verrou. Il ne bougea pas. Il était bloqué, comme soudé dans la gage de fer. Il donna des coups d'épaule de plus en plus violents, de plus en plus désespérés. La porte ne céda pas d'1 millimètre. Le bois massif absorbait ses coups comme s'il était vivant, comme s'il appréciait ses efforts inutiles. « Arrête, Louis, dit Solène, tu te fais mal pour rien. » Mais il continua, frappa jusqu'à ce que son épaule soit meurtrie, jusqu'à ce qu'il tombe à genoux, haletant. « Il y a une autre sortie, dit Mathis, par la cave, un escalier qui mène directement dehors. Mon père me l'avait montré quand j'étais enfant. La cave que personne n'ouvre jamais? Demanda Solène. La cave que grand-père avait murée? Mathis hocha la tête. Il avait muré l'entrée de la maison, pas l'escalier qui donne sur l'extérieur. Si nous arrivons à descendre, il ne finit pas sa phrase, mais tous comprirent. Si nous arrivons à descendre dans la cave, nous pourrons peut-être sortir. Mais pour descendre à la cave, il fallait d'abord sortir de cette chambre. Hélène examina les murs, cherchant une issue, n'importe quoi. La fenêtre était trop étroite, trop haute. 3 étages au-dessus du sol rocheux. Une chute mortelle. Les murs étaient en pierre massive, impossibles à percer sans outils. Et la porte semblait maintenant faire partie du mur lui-même, comme si le bois et la pierre s'étaient fondus ensemble. C'est Mathis qui remarqua le premier. La cheminée. Toutes les chambres de cette maison avaient des cheminées qui partageaient le même conduit principal. Un conduit assez large pour qu'un homme mince puisse y passer, descendre d'étage en étage. « C'est dangereux, » murmura Solène. « Si nous glissons, si nous tombons dans le noir, nous sommes déjà en train de mourir ici, la coupa Mathis. Autant essayer de vivre. » Il y avait une détermination nouvelle dans sa voix, quelque chose qui n'y était pas avant. Comme si la maison avait réveillé en lui un instinct de survie qu'il ignorait posséder. Louis s'approcha de l'âtre, se pencha pour regarder dans le conduit. De l'air froid descendait, chargé de suie, et de cette odeur maintenant familière de terre et de pourriture. Il passa sa main sur les parois intérieures. « Des prises, dit-il, des pierres qui dépassent, on peut descendre. » Mais Solène voyait ses doigts trembler.
Elle voyait la peur dans ses yeux. La peur de s'enfoncer dans ce boyau noir dans les entrailles de la maison, dans ce qui ressemblait de plus en plus à un œsophage de pierre. Hélène refusa. « Je ne descendrai pas là-dedans, c'est de la folie. Nous attendrons le jour. Quelqu'un viendra nous chercher. Le facteur, le curé, n'importe qui. » Sa voix montait et devenait hystérique. « Personne ne viendra, » dit doucement Solène. « Vous le savez, le village sait ce qui se passe ici. Ils ne s'approchent jamais quand la brume monte. Ils attendent. » Ils attendent que la maison est finie. Hélène la gifla. Une gifle violente qui résonna dans le silence. « Comment oses-tu? Comment oses-tu parler ainsi ?» Mais elle pleurait maintenant, des larmes qui coulaient sur ses joues creuses. Mathis entra le premier dans la cheminée. Il disparut dans le noir avec juste une lampe à huile attachée à sa ceinture. Sa lumière diminua, devint un point minuscule qui dansait dans les ténèbres. Puis, ce fut le tour de Louis. Il hésita longtemps au bord, regardant l'abîme noir. Finalement, il se glissa dans le conduit, ses mains cherchant les prises que Mathis avait empruntées. « Vas-y, Solène, » dit Hélène, « je ferme la marche. » Mais Solène vit quelque chose dans son regard, quelque chose qui ressemblait à de l'acceptation, à une décision déjà prise. « Tu ne descends pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Hélène sourit, un sourire triste et résigné. « Mon mari est mort dans cette maison. Il est revenu blessé de la guerre et il a voulu se reposer ici une nuit. Une seule nuit. On l'a retrouvé le lendemain, gelé dans son lit. Je suis venu réclamer ma part d'héritage, mais peut-être que ma vraie place est avec lui. Peut-être que c'est pour ça que la maison m'a ramené. »« Non, » dit Solène en lui prenant la main. « Tu viens avec nous, nous sortons tous. » Mais la main d'Hélène était froide, si froide, comme si le sang n'y circulait plus. « Pars, petite, » murmura-t-elle. « Pars avant qu'il soit trop tard pour toi aussi. » Elle poussa Solène vers la cheminée, la poussa avec une force surprenante. Solène bascula dans le conduit, ses mains agrippant les pierres par réflexe. Elle entendit Hélène fermer la trappe de fonte au-dessus d'elle. Le bruit résonna comme un couvercle de cercueil. La descente fut un cauchemar. L'obscurité était totale, épaisse comme du velours noir. La suie recouvrait tout, s'insinuait dans ses poumons, la faisait tousser. Les pierres étaient glissantes, certaines se détachaient sous ses doigts. Elle descendait à tâtons un mètre après l'autre, ne sachant jamais si le prochain mouvement la ferait tomber dans le vide. Au-dessus d'elle, elle entendait des sons, des grattements contre la pierre, comme si quelque chose descendait derrière elle, quelque chose qui n'avait pas besoin de lumière pour voir, quelque chose qui connaissait chaque centimètre de ses conduits. Elle déboucha dans la cheminée du premier étage, celle de la chambre du maître. Louise et Mathis l'attendaient dans la pièce, couverts de suie noire. « Où est Hélène ?» demanda Louis. « Elle ne vient pas, » répondit Solène simplement. « Elle a choisi de rester. » Louis voulut remonter, mais Mathis le retint. « C'est son choix. Nous ne pouvons rien faire. Et nous n'avons plus de temps. Écoutez. » Le silence. Un silence si profond qu'on n'entendait plus rien. Plus le vent dehors. Plus les vagues contre les rochers. Plus les craquements habituels de la maison. Juste ce silence épais, expectatif, comme si la maison retenait son souffle, comme si elle se préparait à quelque chose. « La cave, » dit Mathis. « Maintenant. » Ils sortirent de la chambre, traversèrent le couloir sombre. Les portraits semblaient les suivre du regard. Dans la lueur de leur unique lampe, les visages peints semblaient bouger, sourire, leurs yeux brillant d'une lueur qui n'était pas seulement le reflet de la flamme. La porte de la cave se trouvait sous l'escalier principal, une porte basse en bois massif, bardée de fer. Elle n'était pas verrouillée. Elle s'ouvrit en grinçant, révélant des marches de pierre qui descendaient dans des ténèbres encore plus profondes. L'air qui en montait était glacial, chargé d'humidité et de cette odeur maintenant omniprésente de terre retournée. Solène se souvint. Elle se souvint de ce que son grand-père disait avant de perdre la raison et de se jeter du haut des falaises. La maison a des racines qui plongent profond dans la terre, des racines qui se nourrissent de ce qu'on lui donne. Ils descendirent, 20 marches, 30, 40. La cave semblait descendre bien plus bas que le niveau de la mer. C'était impossible. Ils auraient dû être sous l'eau maintenant, mais les marches continuaient, s'enfonçaient dans la roche nue. Les murs n'étaient plus en pierre taillée, mais en roc brut, suintant d'humidité. Des racines pendaient du plafond, pas des racines d'arbres, trop épaisses, trop pâles. Elles pulsaient légèrement dans la lumière de la lampe, comme des veines gonflées de sang. Le sol de la cave était en terre battue. Mais pas seulement de la terre. Solène vit des os.
Des os humains à demi enfouis dans le sol, des crânes qui émergeaient comme des champignons blancs, des côtes qui formaient des arches gothiques, des fémurs plantés verticalement comme des piquets de clôture. Combien de personnes? Combien de générations enterrées ici, dans les fondations de la maison? Matisse avançait, cherchait l'escalier qui devait mener à l'extérieur. Il le trouva enfin, dans un coin de la cave, un escalier de pierre étroit qui montait vers une trappe de bois. L'espoir illumina son visage. Il grimpa les marches en courant, poussa la trappe. Elle ne bougea pas. Il poussa plus fort, de toutes ses forces. Rien. C'est bloqué de l'extérieur, cria-t-il. Il y a quelque chose dessus. Quelque chose de lourd. Louis monta le rejoindre. Ils poussèrent ensemble. La trappe gémit mais ne céda pas. Solène regardait autour d'elle. Il devait y avoir une autre sortie. Il devait y en avoir. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était des os. Des os et de la terre. Et au centre de la cave, quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué d'abord. Un cercle tracé dans la terre, un cercle parfait d'environ 3 mètres de diamètre. À l'intérieur du cercle, des symboles. Pas du breton, pas du latin. Quelque chose de plus ancien. Des symboles qui semblaient bouger dans la lumière tremblante, se réorganiser, former des mots dans une langue morte depuis des millénaires. Et au centre exact du cercle, une dalle de pierre. Une dalle avec une inscription. Solène s'approcha, déchiffra les mots gravés profondément dans la pierre noire. Ici repose Yves Le Guen, bâtisseur de cette demeure, mort en 1749. Que son sacrifice nourrisse éternellement ses murs, que son sang maintienne le pacte, que sa lignée paie ce qui est dû. Elle comprit enfin. La maison n'était pas hantée, la maison était vivante. Vivante depuis le jour où son ancêtre avait versé son propre sang dans les fondations, vivante depuis le jour où il avait fait un pacte avec quelque chose qui vivait dans la terre, sous les rochers, dans les profondeurs, où même la mer n'atteignait pas. Un craquement résonna au-dessus de leur tête, puis un autre. Les poutres du plafond commençaient à céder. De la poussière tombait, puis des morceaux de bois. La maison s'effondrait. Non, réalisa Solène, la maison ne s'effondrait pas. La maison se refermait sur eux. Comme une bouche, comme un estomac. Matisse dévala les marches en hurlant. La trappe se referme. Elle se referme toute seule. Louis le suivit, tomba sur les dernières marches. Ils coururent vers l'escalier principal, celui par lequel ils étaient descendus. Mais là aussi, des pierres tombaient, bloquèrent le passage. Ils étaient pris au piège, enfermés dans le ventre de la maison. Solène regardait la dalle au centre du cercle. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle l'avait toujours su, au fond, depuis qu'elle était revenue, depuis qu'elle avait franchi le seuil. Le pacte exigeait un sacrifice volontaire, pas une victime prise de force, quelqu'un qui offrait son sang librement. C'était pour ça qu'Hélène était restée, c'était pour ça que le notaire avait disparu. Ils avaient compris, ils avaient accepté. Mais ce n'était pas suffisant. La maison voulait quelqu'un de la vraie lignée, quelqu'un dont le sang portait la marque originelle. Elle s'avança vers le cercle. Matisse lui agrippa le bras. « Qu'est-ce que tu fais? Ne reste pas là. » Mais elle se dégagea doucement. « C'est moi qu'elle veut, dit-elle. C'est moi depuis le début. Pourquoi crois-tu qu'on m'a donné la chambre du 3e? Pourquoi crois-tu que ma mère a disparu? Elle a essayé de fuir. Elle a essayé de m'emmener loin d'ici. Mais on ne peut pas fuir ce qu'on porte dans son sang. » Elle entra dans le cercle. L'air changea immédiatement, plus froid, plus dense. Comme si elle venait de passer à travers un voile invisible. Les symboles au sol se mirent à briller. Une lueur verdâtre, maladive, qui n'était pas de la lumière mais quelque chose d'autre. Quelque chose qui faisait mal aux yeux. La dalle au centre commença à bouger, à glisser, révélant un puits noir qui descendait vers des profondeurs inimaginables. Et de ce puits montait une odeur, l'odeur de toutes les morts qui avaient nourri cette maison pendant 150 ans. L'odeur du pacte. Solène! Louis essaya d'entrer dans le cercle pour la tirer en arrière, mais quelque chose le repoussa, une force invisible qui le projeta contre le mur. Il s'effondra, sonné. Matisse ne bougea pas. Il savait, il comprenait. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je suis tellement désolé. » Solène lui sourit. « Ce n'est pas ta faute, ce n'est la faute de personne. C'est juste ce qui est, ce qui a toujours été. » Elle s'approcha du bord du puits. En bas, elle ne voyait rien. Juste le noir. Mais elle sentait quelque chose, une présence. Quelque chose d'ancien qui attendait, qui avait toujours attendu. Depuis
avant les Le Guen, depuis avant les Bretons, depuis l'époque où cette terre était jeune et que des peuples dont on ne connaît même plus le nom faisaient des offrandes aux dieux qui vivaient sous la pierre. Elle pensa à sa mère, à tous ceux qui avaient disparu dans cette maison. Ils n'avaient pas vraiment disparu, ils étaient là, dans les murs, dans les fondations, faisant partie de la structure même de la maison, et maintenant c'était son tour de devenir pierre et bois, son tour de nourrir le pacte. Elle entendit la voix de sa mère une dernière fois. « Pas toi, disait-elle, pas encore. Tu dois comprendre d'abord, tu dois savoir. » Solène ferma les yeux. Elle ne voulait pas savoir, elle voulait juste que ça finisse. Elle fit un pas vers le puits, et c'est alors que la main l'agrippa, une main qui montait du puits. Une main froide, humide, couverte de terre, une main qui la tira vers le bas avec une force irrésistible. Elle tomba dans le noir, tomba dans les profondeurs où les Le Guen tombaient depuis 1749. Et au moment où elle disparaissait dans les ténèbres, elle entendit la maison soupirer, un soupir de satisfaction, un soupir de soulagement. Le pacte était renouvelé pour encore quelques années. Quand Louis et Mathis reprirent conscience, ils étaient dehors. Allongés sur l'herbe humide devant le manoir, l'aube se levait pâle et froide, la brume s'était levée, le manoir se dressait derrière eux, silencieux, apparemment inoffensif. La trappe de la cave était ouverte. Ils ne se souvenaient pas d'être sortis. Ils ne se souvenaient pas d'avoir grimpé l'escalier, juste le noir, et puis l'herbe sous leur dos. « Solène !» murmura Mathis. « Où est Solène ?» Ils retournèrent à la trappe, regardèrent dans la cave. Vide, pas d'os, pas de cercle, pas de puits. Juste une cave ordinaire avec des étagères vides et un sol en terre battue, comme si rien ne s'était passé. Ils retournèrent dans la maison. Hélène était dans sa chambre, dormant paisiblement. Elle ne se souvenait de rien. Le notaire Kervoisec arriva à 9 heures précises pour la lecture du testament. Il avait l'air reposé, détendu. Il ne comprenait pas pourquoi il le fixait avec ses yeux écarquillés. Mais quand ils montèrent à la chambre de Mathis, les noms sur le mur avaient disparu. Le plâtre était intact, fraîchement peint. Et quand ils ouvrirent la chambre de Solène au 3e étage, elle était vide. Pas de valise. Pas de trace de son passage. Comme si elle n'était jamais venue, le testament fut lu. La maison revenait à Louis en tant qu'héritier mâle principal. Il la vendit la semaine suivante pour une bouchée de pain à un marchand de Brest qui voulait en faire une maison de villégiature. Le marchand emménagea en décembre avec sa femme et ses 3 enfants. En janvier, sa femme disparut. En février, ce fut le tour de l'aîné des enfants. En mars, le marchand lui-même. Les 2 enfants restants furent retrouvés errants sur la lande, incapables de parler, le regard vide. On les plaça dans un asile où ils moururent quelques mois plus tard sans avoir jamais reprononcé un seul mot. La maison resta vide pendant 2 ans. Puis un cousin éloigné des Le Guen, qui ignorait l'histoire, décida de la reprendre. Il y vécut 6 mois avant de se jeter du haut des falaises. Et ainsi de suite. Génération après génération, la maison attendait, prenait, se nourrissait, comme elle l'avait toujours fait, comme elle le ferait toujours, parce que le pacte n'a pas de fin. Le pacte est éternel. Et dans les fondations, dans les profondeurs que personne ne voit jamais, Solène Le Guen dort. Elle dort avec tous les autres. Elle dort et elle rêve. Et dans ses rêves, elle entend la maison respirer. Elle entend la maison appeler la prochaine génération, appeler ceux qui portent le sang, parce qu'une maison ne meurt jamais. Une maison attend juste que ses enfants reviennent à la maison. 5 ans passèrent avant que Louis n'ose revenir à Plougrescant. 5 années pendant lesquelles il essaya d'oublier cette nuit, cette descente dans la cave, le visage de Solène quand elle était entrée dans le cercle. Il s'était marié, avait eu un fils qu'il prénomma Jean, comme son grand-père. Il vivait à Paris, travaillait pour une compagnie maritime, buvait modérément, dormait mal, très mal. Chaque nuit, il rêvait de la maison. Il rêvait qu'il descendait l'escalier de la cave encore et encore, et chaque fois, il arrivait trop tard pour sauver Solène. Chaque fois, il la voyait tomber dans ce puits noir. Chaque fois, il se réveillait en sueur, le cœur battant, persuadé de sentir cette odeur de terre et de pourriture. Le notaire Kervoisec lui écrivit en janvier 1907. Une lettre brève, presque sèche. Il y a des documents concernant le manoir Kervella qui nécessitent votre signature. Des questions de succession non résolues. Je vous attends le 15 février. Le ton n'admettait aucune discussion. Louis sut qu'il devait y aller. Il sut aussi qu'il ne devrait pas. Sa femme Marguerite le supplia de refuser.
Elle avait vu ses cauchemars, entendu les noms qu'il murmurait dans son sommeil. Solène, Hélène, la maison, toujours la maison. Mais Louis partit quand même. Quelque chose l'appelait, quelque chose dans son sang qui refusait de rester silencieux. Le voyage en train jusqu'à Lannion fut interminable. Puis, la voiture qui l'emmena à Plougrescant. Le paysage n'avait pas changé, les mêmes landes désolées, les mêmes rochers noirs, la même mer grise qui grondait contre les falaises. Et là, au bout du chemin, le manoir. Il se dressait exactement comme dans ses souvenirs, exactement comme dans ses cauchemars. Les volets du 2e étage claquaient toujours. Le même rythme, comme un battement de cœur. Louis descendit de la voiture, paya le cocher. L'homme ne voulait pas approcher plus près. « Je vous attendrai au village, monsieur. Je ne peux pas rester ici. » Il y avait de la peur dans ses yeux, une peur ancestrale que les gens du coin portaient dans leurs os. Le notaire l'attendait dans le salon. Kervoazek avait vieilli, ses cheveux étaient blancs maintenant, ses mains tremblaient légèrement. Il portait toujours ses lunettes cerclées de fer, mais ses yeux derrière les verres semblaient éteints, comme s'il avait vu trop de choses qu'un homme ne devrait pas voir. « Monsieur Le Guen, dit-il en se levant, merci d'être venu. Asseyez-vous, je vous prie. » Il désigna un des fauteuils, le même fauteuil où Louis s'était assis cette nuit-là, 5 ans plus tôt. Louis resta debout. « Qu'y a-t-il qui ne peut pas attendre, maître Kervoazek? Pourquoi m'avoir fait venir ici ?» Le notaire ouvrit une serviette en cuir usé. Il en sortit un document jauni, couvert d'une écriture serrée. « Le testament de votre père. Nous l'avons déjà lu, » dit Louis. « Il y a 5 ans, je me souviens. » « Vous vous souvenez du testament que j'ai lu, corrigea Kervoazek, mais ce n'était pas le vrai testament. C'était une version, comment dire, édulcorée pour la famille, pour éviter les questions. » Louis sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que vous racontez ?» Kervoazek posa le document sur la table. « Voici le vrai testament, celui que votre père a écrit 3 jours avant sa mort, celui qu'il m'a fait jurer de ne révéler qu'après 5 années. 5 années pour que la maison se calme. 5 années pour qu'elle digère son repas. » Louis ne voulait pas toucher le document. Il ne voulait pas lire. Mais sa main bougea d'elle-même, prit les feuilles jaunies. L'écriture de son père était tremblante, presque illisible par endroits, comme s'il avait écrit dans le noir ou dans une terreur absolue. « Moi, Armand Le Guen, saint de corps mais pas d'esprit, car comment pourrait-on avoir l'esprit saint après avoir vécu dans cette maison ? Je lègue à mon fils Louis le manoir Kervella avec toutes les charges qui y sont attachées. Les charges, pas les avantages. Les charges. » Louis continua à lire. Son père expliquait le pacte, expliquait comment Yves Le Guen, en 1743, avait trouvé quelque chose dans la terre, quelque chose d'ancien, quelque chose qui offrait la richesse, la prospérité, la protection, en échange d'un prix, un sacrifice tous les 25 ans, un sacrifice de sang pur, un sacrifice de la lignée. « Ma fille Solène est la 25e année depuis le dernier sacrifice, » écrivait Armand. « Elle est née en 1874. En 1899, elle aurait dû être donnée. Mais je n'ai pas pu. Je l'ai envoyée loin. Je l'ai cachée. J'ai cru pouvoir tromper la maison. J'ai cru pouvoir briser le pacte. Mais on ne brise pas un pacte avec la terre. On ne trompe pas ce qui vit sous les pierres. La maison est devenue affamée. Elle a commencé à prendre d'autres personnes. Des innocents, le facteur, la femme de ménage, le médecin qui est venu me voir. Elle les a pris parce que je lui refusais ce qui lui revenait. Alors j'ai écrit à Solène. Je lui ai dit de venir. J'ai sacrifié ma fille pour sauver les autres. Pour sauver mon fils. Pour que la maison soit satisfaite et laisse partir les autres. » Le document tomba des mains de Louis. Son père savait. Son père avait tout organisé. L'enterrement, le rassemblement de la famille, la lecture du testament. Tout était calculé pour ramener Solène, pour la livrer. « Vous saviez, dit Louis en regardant Kervoazek, vous saviez et vous n'avez rien dit. » Le notaire baissa les yeux. « Que pouvais-je dire? Que pouvais-je faire? Qui m'aurait cru? Et puis, je dois avouer que je ne croyais pas vraiment. Pas avant cette nuit-là, pas avant de la voir disparaître. » Il se versa un verre de cognac d'une main tremblante. « Maintenant je crois. Mon Dieu, comme je crois. » Louis se leva, marcha vers la fenêtre. Dehors, le crépuscule tombait. Le cimetière de Saint-Gonéry était visible au loin, ses croix de granit se découpant contre le ciel rougeoyant. « Pourquoi me dire tout ça maintenant? Pourquoi après 5 ans ?» Kervoazek vida son verre d'un trait. « Parce que la date approche. La prochaine date. 25 ans après 1899. En 1924. Et vous avez un fils maintenant. Un fils de sang pur Le Guen. La maison sait. Elle sait toujours. » Louis se retourna brusquement. « Jamais.
Vous entendez? Jamais je ne permettrai que mon fils vienne ici. Je vendrai cette maudite maison. Je la ferai démolir pierre par pierre. Je la ferai brûler. Vous croyez que personne n'a jamais essayé? Demanda Kervoazek avec un rire sans joie. Votre arrière-grand-père a essayé d'y mettre le feu en 1832. Les flammes n'ont pas pris. Elles refusaient de brûler. Votre grand-oncle a essayé de la faire exploser à la dynamite en 1868. Les explosifs n'ont pas fonctionné. Même mouillés, ils auraient dû exploser, mais non. Rien. Cette maison ne peut pas être détruite. Elle ne le permettra pas. Louis voulut répliquer, mais un bruit l'interrompit. Un bruit qu'il connaissait trop bien, le claquement des volets à l'étage, puis les 3 coups. Les 3 coups frappés quelque part dans les profondeurs de la maison, et le murmure. Ce murmure qui semblait venir des murs. Il arrive. Il reviendra. Ils reviennent toujours. La porte du salon s'ouvrit lentement. Personne n'entra. Juste ce courant d'air glacé. Kervoazek se signa. « Partons, monsieur Le Guen. Partons avant la nuit. » Ils sortirent précipitamment, descendirent les marches du perron. La voiture du cocher attendait au bout du chemin, comme promis. Mais quand ils montèrent, le cocher se retourna vers eux. Louis reconnut le visage. C'était son père. Son père mort depuis 5 ans, les yeux vides, la peau grise, la bouche qui s'ouvrait sur un sourire sans joie. « Tu ne peux pas fuir ce qui est dans ton sang, » dit la chose avec la voix de son père. « Tu ne peux pas protéger ton fils. Il viendra. Quand l'heure sera venue, il viendra. Ils viennent tous. » Louis hurla. Il ouvrit la portière, tomba sur le chemin. Kervoazek le suivit. Ils coururent vers le village, coururent sans se retourner. Derrière eux, ils entendirent le rire de la maison, le rire qui résonnait dans la pierre et dans la terre, le rire qui disait « Vous êtes à moi. Vous l'avez toujours été. Vous le serez toujours. » Quand ils arrivèrent au village, haletants, les gens les regardèrent avec pitié. Ils savaient. Tout le village savait. On ne fuit pas la maison Kervella. On y retourne toujours. C'est écrit dans le sang, c'est gravé dans les os. Louis prit le premier train pour Paris. Il ne revint jamais à Plougrescant. Mais chaque année, à la date anniversaire de cette nuit, il recevait une lettre. Pas de timbre, pas d'adresse d'expéditeur. Juste quelques mots en breton ancien. 17 ans, 16 ans, 15 ans, un compte à rebours, un rappel. Le pacte attend. Le sang appelle. Et en 1924, quand son fils Jean eut 20 ans, Louis mourut dans son sommeil. Une défaillance cardiaque, dit le médecin. Mais sa femme Marguerite vit son visage. Elle vit l'expression. La même expression qu'avait eue Armand Le Guen. La bouche ouverte sur un cri silencieux. Les yeux fixant quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Et le lendemain, Jean reçut une lettre. Une convocation. Le notaire Kervoazek le priait de venir sur la côte sauvage de Bretagne, où la mer dévore la terre depuis des millénaires. Certaines maisons ne sont pas simplement des constructions de pierre et de bois. Certaines maisons respirent, certaines maisons ont faim. Voici l'histoire du manoir Kervella. Une histoire de sang, de pactes ancestraux et d'un prix qui ne cesse jamais d'être réclamé. Plougrescant, Bretagne, novembre 1902. Le corbillard noir disparaît dans la brume, emportant avec lui le dernier vestige de normalité. Solène. Le Guen se tient seul devant le manoir. 28 ans. 15 années sans y revenir. 15 années depuis que sa mère a disparu cette nuit-là, ne laissant que des empreintes qui s'arrêtaient net au bord de la falaise. Les volets du 2e étage claquent, un rythme constant, comme un cœur qui bat. Louis apparaît, la voix avinée et traînante. « Tu comptes rester planté là jusqu'à la nuit, Solène ? 25 ans, yeux injectés de sang, dettes de jeu accumulées dans les cercles parisiens, il calcule déjà la valeur de chaque pierre de ce manoir. Derrière lui, Hélène la veuve claudicante, Matisse, le cousin orphelin de 19 ans, et le notaire Kervoazek, nerveux, tripotant son col comme s'il l'étranglait. La lecture du testament aura lieu demain, à 9 heures précises, annonce-t-il d'une voix nasillarde. La domestique a préparé les chambres. Quel domestique? Le père de Solène vivait seul depuis des années, refusant toute aide. Mais elle est là, une silhouette noire qui glisse dans les couloirs sans faire de bruit, comme si ses pieds ne touchaient pas le sol. Le hall n'a pas changé. Le même carrelage en damier usé par les générations, le même escalier monumental avec ses sirènes sculptées dans le chêne, seins nus, queues écailleuses, visages tordus en agonie éternelle. Le même miroir vénitien qui ne reflète plus, seulement déforme. Matisse chuchote, nerveux. On dit que personne n'a réussi à habiter cette maison plus de 6 mois d'affilée.
depuis 1743 quand Yves Le Guen l'a construite. Tous ceux qui ont essayé sont partis précipitamment ou bien sont morts. Comme la grand-mère de Solène en 1867, nuque brisée au pied de l'escalier. Comme le grand-oncle en 1881, retrouvé gelé dans sa chambre en plein mois d'août. Comme sa mère en 1887. Comme son père maintenant. Superstition bretonne, tranche Hélène d'une voix dure, histoire de vieille pour effrayer les enfants. Cette maison vaut une fortune, mais Solène se souvient. Elle se souvient des nuits d'enfance au 3e étage, écoutant les grattements dans les murs. Pas les craquements normaux d'une vieille maison, mais des sons délibérés, rythmés, comme si quelque chose se déplaçait à l'intérieur de la pierre elle-même. Il commençait toujours à 3h13 du matin. Elle se souvient de sa mère chuchotant des prières en breton, refusant de monter au grenier, et de cette dernière nuit, 3 coups à la porte de la chambre maternelle. Un cri étouffé, puis le silence. Un silence qui a englouti toute vie. La distribution des chambres suit une logique que personne ne comprend. Louis hérite de la chambre du maître, lit à baldaquin, velours pourpre mangé par les mythes. Hélène reçoit la chambre bleue, d'où l'on entend la mère gronder même par temps calme. Mathis est relégué dans un cagibi au 2e étage, et Solène retourne dans sa chambre d'enfance, sous les combles, où le plafond mansardé est si bas qu'elle doit se courber pour ne pas cogner sa tête aux poutres noircies. À chaque marche, le froid s'intensifie. Pas le froid ordinaire, mais un froid humide, visqueux, qui semble émaner des murs eux-mêmes et s'accrocher à la peau comme une toile d'araignée. La chambre est exactement pareille. Lit de fer rouillé, commode bancale. La fenêtre donnant sur le cimetière de Saint-Gonéry au loin, croix de granit penchée comme des dents gâtées. Mais quelqu'un a allumé un feu dans l'âtre. Les flammes projettent des ombres sur les murs. Des ombres qui forment des lettres, des mots. Solène s'approche, plisse les yeux. Les taches d'humidité semblent se réorganiser dans la lumière vacillante. 3 coups. Solène se fige, la main encore sur le rideau. Les coups résonnent clairement dans le silence, venant d'en bas. Du 2e étage peut-être, ou du 1er. Difficile à dire dans cette maison où les sons voyagent de manière imprévisible. Elle retient son souffle, l'oreille tendue, le cœur battant contre ses côtes. Puis, après un long moment, elle entend le murmure. Trop bas pour distinguer les mots, mais indubitablement une voix. Une voix qui semble venir de partout et de nulle part à la fois, comme si elle résonnait dans les murs eux-mêmes. Elle sort de sa chambre, une bougie à la main. Le couloir du 3e étage s'étend dans une obscurité presque totale. Sa flamme vacille, comme si un courant d'air l'agitait, mais Solène ne sent aucun souffle sur sa peau. Le papier peint déchiré révèle des motifs floraux qui ressemblent maintenant à des taches de sang séché. Et au fond du couloir, elle la voit, la porte du grenier, cette porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Solène se souvient d'elle fermée à clé, condamnée, clouée par son grand-père après la mort mystérieuse de sa grand-mère, en 1867. Son père lui avait raconté comment le vieil homme avait planté les clous lui-même, une douzaine de gros clous de forge, en murmurant des prières en latin qu'il ne comprenait même pas. Pourtant, ce soir, la porte bâille dans l'obscurité, révélant un escalier étroit qui monte vers des ténèbres encore plus profondes. Un courant d'air glacé s'en échappe, charrie cette odeur de terre et de renfermé, et autre chose, une fragrance douceâtre de fleurs fanées et de chair en décomposition. Les clous gisent éparpillés sur le plancher, comme si quelqu'un les avait arrachés récemment. Pas toi, pas encore. Solène recule si violemment qu'elle faillit lâcher sa bougie. Le chuchotement a été parfaitement clair cette fois, prononcé tout près de son oreille par une voix qu'elle connaît. La voix de sa mère. Une voix qu'elle n'a pas entendue depuis 15 ans. Douce et triste, exactement comme dans son souvenir. Elle se retourne brusquement, la flamme de sa bougie créant des ombres folles sur les murs. Personne. Le couloir est vide, mais l'air à côté d'elle semble plus froid, plus dense, comme si quelque chose s'y tenait debout. Un cri monte du rez-de-chaussée, un cri masculin brusquement interrompu, puis un fracas de verre brisé qui se répercute dans toute la maison. Solène se précipite vers l'escalier, dévalant les marches 2 par 2, sa main libre agrippant la rampe visqueuse d'humidité. La flamme de sa bougie s'éteint à mi-chemin, la plongeant dans le noir. Le vestibule baigne dans une semi-obscurité. La lampe à pétrole gît renversée sur le carrelage, l'huile formant une flaque qui brille faiblement. Le verre de la lampe a explosé, des éclats scintillent sur les dalles noires et blanches. Louise est accroupie près de la porte du salon,
une main plaquée contre son front. Du sang coule entre ses doigts, sombre et épais. Qu'est-ce qui s'est passé, Louis? Je ne sais pas. Sa voix tremble, se brise. J'étais là, debout devant le miroir, et j'ai vu quelqu'un, dans le reflet. Quelqu'un qui n'était pas dans la pièce, quelqu'un qui me regardait, qui me fixait avec ses yeux. Mon Dieu, ses yeux. Hélène descend l'escalier en claudiquant, sa canne cognant contre chaque marche, une lampe à huile à la main. Que se passe-t-il ici? On ne peut donc pas avoir la paix même une nuit? Le miroir, balbutie Louis. Regardez le miroir. Regardez ce qui est écrit. Ils se tournent tous vers le grand miroir vénitien. Dans la lumière tremblante, Solène distingue leurs reflets déformés. 3 silhouettes pâles et fantomatiques qui semblent flotter dans la surface ternie. Mais il y a autre chose. Des traces sur la surface, comme si quelqu'un avait écrit avec un doigt humide. Des mots en breton ancien, une langue que Solène comprend à peine. Arré à chaume à zo arré à zerve. Elle traduit lentement, sa voix à peine audible. Ceux qui restent sont ceux qui servent. Un craquement résonne au-dessus de leur tête, long et sinistre, comme si une poutre était sur le point de céder. Tous lèvent les yeux vers le plafond. Le lustre en cristal se balance doucement, ses pendeloques tintant les unes contre les autres, bien qu'il n'y ait aucune raison pour qu'ils bougent. Aucun courant d'air, aucune vibration. Et dans ce mouvement, Solène croit entendre un rire, faible, lointain, mais indubitablement réel, un rire qui semble venir des murs eux-mêmes, un rire de femme, un rire qu'elle reconnaît. Mathis apparaît en haut de l'escalier, le visage livide. « Ma porte », dit-il d'une voix blanche. « Ma porte s'est verrouillée de l'intérieur. J'ai dû forcer pour sortir. Et sur le mur de ma chambre, des noms gravés dans le plâtre, tous les noms de ceux qui ont vécu ici. Et à côté de chaque nom, une date. Quelle date, Mathis? Quelle date? La date de leur mort, répond-il dans un souffle. Tous morts ici. Dans cette maison, aucun n'en est sorti vivant. Aucun. Le vent se lève brutalement dehors, faisant claquer tous les volets à l'unisson. Le bruit résonne comme un roulement de tambour funèbre, comme si la maison applaudissait. Et quelque part dans les profondeurs de la maison, peut-être au premier étage, peut-être plus bas encore, dans la cave que personne n'a le droit d'ouvrir, une horloge se met à sonner. Les coups résonnent lentement, gravement. 1, 2, 3, 13 coups en tout. 3h13 du matin. Une heure qui n'existe pas sur aucune horloge du manoir. Une heure qui n'existe pas dans le temps normal. Une heure qui, selon les vieilles légendes bretonnes, était celle où les maisons anciennes respiraient. L'heure où elles choisissaient qui pouvait demeurer entre leurs murs, l'heure où elles réclamaient leur dû. Et dans le silence qui suit les derniers coups, Solène comprend avec une clarté glaciale ce que son père a essayé de lui dire dans sa dernière lettre. « Ne reviens jamais », avait-il écrit de sa main tremblante. La maison a faim. Elle a toujours faim. Et cette fois, elle ne laissera personne partir. Nous sommes sa nourriture. Nous l'avons toujours été. Louis se relève lentement, sa main toujours pressée contre son front sanglant. Nous devons partir. Maintenant. Cette nuit. Prendre nos affaires et filer avant l'aube. Mais même en prononçant ces mots, il sait qu'il est trop tard. Ils le savent tous. La porte d'entrée, cette massive porte de chêne cloutée qui a résisté à 2 siècles de tempête, ne s'ouvrira plus. Solène le sait sans même essayer. Elle le sent dans ses os, dans son sang, le Gwen qui coule dans ses veines depuis des générations. La maison les a enfin tous réunis. Et maintenant qu'ils sont là, elle ne les laissera pas repartir. Dehors, la brume monte des falaises, épaisse et blanche comme un linceul. Elle enveloppe le manoir, l'isole du monde, le cache aux yeux du village. Demain matin, les pêcheurs qui partiront avant l'aube verront cette brume et feront un détour. Ils savent. Tout le village sait. Le manoir Kervella se nourrit, et quand il se nourrit, il faut le laisser faire. Il faut laisser la maison prendre ce qui lui appartient. Depuis 1743, depuis toujours. Le notaire Kervoazek ne réapparut pas cette nuit-là. Ils l'attendirent dans le grand salon, assis sur les fauteuils Louis XV recouverts de velours râpé, écoutant les craquements de la maison. Hélène finit par monter voir dans la chambre d'amis du premier étage où il s'était retiré. Elle redescendit 10 minutes plus tard, encore plus pâle qu'à l'accoutumée. Sa chambre est vide. Le lit n'est pas défait. Ses affaires ont disparu, comme s'il n'était jamais venu. « Impossible », protesta Louise en se servant un verre de cognac. « Je lui ai parlé il y a 2 heures à peine.
Il était là, dans cette pièce, nous l'avons tous vu. Mais même en disant cela, sa main tremblait. Le cognac ondulait dans le verre en cristal taillé. Solène se souvenait. Elle se souvenait du visage du notaire quand il était entré dans le vestibule. Cette expression qu'elle n'avait pas comprise sur le moment. Pas de la nervosité, pas de la gêne, de la résignation. Comme un homme qui monte à l'échafaud. Mathis se tenait près de la fenêtre, regardant la brume qui semblait maintenant lécher les vitres. Il faut monter. Il faut voir les noms. Vous devez voir. Personne ne bougea pendant un long moment. Puis Solène se leva. Elle sentait le poids du regard de sa mère sur elle, ce regard qu'elle avait senti toute son enfance. Ce regard qui disait « Tu es différente. Tu comprends des choses que les autres ne comprennent pas. Tu as le don des Le Guen, le don maudit. » La chambre de Mathis sentait le plâtre frais et quelque chose de métallique, comme du sang séché. La lampe à huile que Solène tenait éclaira le mur. Elle entendit Hélène étouffer un cri derrière elle. Louis lâcha une bordée de jurons. Le mur entier était couvert de noms, des dizaines de noms, peut-être des centaines, gravés dans le plâtre avec une régularité maniaque. Yves Le Guen, 1743-1749. Marguerite Le Guen, 1744-1749. Jean Le Guen, 1750-1756. Anne Le Guen, 1751-1756. Les noms se succédaient, génération après génération. Aucun n'avait vécu plus de 10 ans dans la maison. La plupart beaucoup moins. Et en bas du mur, dans un plâtre encore humide qui luisait à la lumière de la lampe, 5 noms nouveaux. Solène Le Guen, Louis Le Guen, Hélène Le Guen, Mathis Le Guen, et un 5e nom que Solène ne reconnut pas immédiatement, Maël Kervoisec, le notaire. À côté de son nom, une date, 1902, pas de jour précis, juste l'année. C'est une plaisanterie, dit Hélène, mais sa voix manquait de conviction. Une mauvaise plaisanterie. Quelqu'un essaie de nous effrayer, les domestiques, peut-être, cette vieille femme. Quelle vieille femme? L'interrompit Mathis. Vous l'avez vue, vous? Vraiment vue? Ou avez-vous juste aperçu une ombre comme moi? Un mouvement du coin de l'œil? Le silence qui suivit fut sa réponse. Personne n'avait vraiment vu la domestique, juste sa silhouette, juste l'impression d'une présence. Solène passa sa main sur les noms gravés. Le plâtre était froid, humide. Sous ses doigts, elle sentait les rainures profondes, creusées avec force, pas avec un outil, avec des ongles. Elle reconnaissait la forme. Des ongles humains qui avaient gratté, 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 jusqu'à ce que le plâtre cède, jusqu'à ce que le sang coule. Elle retira sa main brusquement. Il y avait du sang séché dans certaines rainures. Du sang brun, ancien, mais pas tant que ça. Quelques jours peut-être. Une semaine tout au plus. Nous partons à l'aube, déclara Louis. Héritage ou pas, je ne reste pas une nuit de plus dans cette maison de fous. Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta net. La poignée tournait toute seule, lentement, comme si quelqu'un essayait d'entrer. Mais quand la porte s'ouvrit, il n'y avait personne dans le couloir, juste ce courant d'air glacé qui sentait la terre mouillée et les fleurs pourries. La porte se referma doucement, presque tendrement, et le verrou claqua tout seul. Un bruit sec, définitif. Louis se précipita sur la porte, tira sur le verrou. Il ne bougea pas. Il était bloqué, comme soudé dans la gâche de fer. Il donna des coups d'épaule de plus en plus violents, de plus en plus désespérés. La porte ne céda pas d'1 millimètre. « Arrête, Louis, dit Solène. Tu te fais mal pour rien. » Mais il continua, frappa jusqu'à ce que son épaule soit meurtrie, jusqu'à ce qu'il tombe à genoux, haletant. « Il y a une autre sortie, dit Mathis, par la cave. Un escalier qui mène directement dehors. Mon père me l'avait montré quand j'étais enfant. »« La cave que personne n'ouvre jamais ?» demanda Solène. « La cave que grand-père avait murée. » Mathis hocha la tête. Il avait muré l'entrée de la maison, pas l'escalier qui donne sur l'extérieur. Si nous arrivons à descendre, nous pourrons peut-être sortir. Mais pour descendre à la cave, il fallait d'abord sortir de cette chambre. Hélène examina les murs, cherchant une issue, n'importe quoi. La fenêtre était trop étroite, trop haute. 3 étages au-dessus du sol rocheux, une chute mortelle. Les murs étaient en pierre massive, impossibles à percer sans outils. C'est Mathis qui remarqua le premier. La cheminée. Toutes les chambres de cette maison avaient des cheminées qui partageaient le même conduit principal. Un conduit assez large pour qu'un homme mince puisse y passer, descendre d'étage en étage. « C'est dangereux, » murmura Solène. « Si nous glissons, si nous tombons dans le noir, nous sommes déjà en train de mourir ici, » la coupa Mathis. Autant essayer de vivre. Il y avait une détermination nouvelle dans sa voix,
quelque chose qui n'y était pas avant, comme si la maison avait réveillé en lui un instinct de survie qu'il ignorait posséder. Louis s'approcha de l'âtre, se pencha pour regarder dans le conduit. De l'air froid descendait, chargé de suie et de cette odeur maintenant familière de terre et de pourriture. Il passa sa main sur les parois intérieures. Des prises, des pierres qui dépassent. On peut descendre. Mais Solène voyait ses doigts trembler. Elle voyait la peur dans ses yeux, la peur de s'enfoncer dans ce boyau noir, dans les entrailles de la maison. Hélène refusa. « Je ne descendrai pas là-dedans, c'est de la folie. Nous attendrons le jour. Quelqu'un viendra nous chercher, le facteur, le curé, n'importe qui. » Sa voix montait, devenait hystérique. « Personne ne viendra, » dit doucement Solène. « Vous le savez. Le village sait ce qui se passe ici. Ils ne s'approchent jamais quand la brume monte. Ils attendent. Ils attendent que la maison est finie. » Hélène la gifla. Une gifle violente qui résonna dans le silence. « Comment oses-tu? Comment oses-tu parler ainsi ?» Mais elle pleurait maintenant, des larmes qui coulaient sur ses joues creuses. Mathis entra le premier dans la cheminée. Il disparut dans le noir avec juste une lampe à huile attachée à sa ceinture. Sa lumière diminua, devint un point minuscule qui dansait dans les ténèbres. Puis, ce fut le tour de Louis. Il hésita longtemps au bord, regardant l'abîme noir. Finalement, il se glissa dans le conduit, ses mains cherchant les prises que Mathis avait empruntées. « Vas-y, Solène, » dit Hélène, « je ferme la marche. » Mais Solène vit quelque chose dans son regard, quelque chose qui ressemblait à de l'acceptation, à une décision déjà prise. « Tu ne descends pas, n'est-ce pas ?» Hélène sourit, un sourire triste et résigné. « Mon mari est mort dans cette maison. Il est revenu blessé de la guerre et il a voulu se reposer ici une nuit. Une seule nuit. On l'a retrouvé le lendemain, gelé dans son lit. Je suis venu réclamer ma part d'héritage, mais peut-être que ma vraie place est avec lui. Peut-être que c'est pour ça que la maison m'a ramené. »« Non, » dit Solène en lui prenant la main. « Tu viens avec nous, nous sortons tous. » Mais la main d'Hélène était froide, si froide, comme si le sang n'y circulait plus. « Pars, petite. Pars avant qu'il soit trop tard pour toi aussi. » Elle poussa Solène vers la cheminée, la poussa avec une force surprenante. Solène bascula dans le conduit, ses mains agrippant les pierres par réflexe. Elle entendit Hélène fermer la trappe de fonte au-dessus d'elle. Le bruit résonna comme un couvercle de cercueil. La descente fut un cauchemar. L'obscurité était totale, épaisse comme du velours noir. La suie recouvrait tout, s'insinuait dans ses poumons, la faisait tousser. Les pierres étaient glissantes, certaines se détachaient sous ses doigts. Elle descendait à tâtons, un mètre après l'autre, ne sachant jamais si le prochain mouvement la ferait tomber dans le vide. Au-dessus d'elle, elle entendait des sons, des grattements contre la pierre, comme si quelque chose descendait derrière elle, quelque chose qui n'avait pas besoin de lumière pour voir. Elle déboucha dans la cheminée du premier étage, celle de la chambre du maître. Louis et Mathis l'attendèrent dans la pièce, couverts de suie noire. « Où est Hélène ? Elle ne vient pas. Elle a choisi de rester. » Louis voulut remonter, mais Mathis le retint. « C'est son choix. Nous ne pouvons rien faire. Et nous n'avons plus de temps. Écoutez. » Le silence. Un silence si profond qu'on n'entendait plus rien. Plus le vent dehors, plus les vagues contre les rochers, plus les craquements habituels de la maison. Juste ce silence épais, expectatif, comme si la maison retenait son souffle. La cave. Maintenant, ils sortirent de la chambre, traversèrent le couloir sombre. Les portraits semblaient les suivre du regard. Dans la lueur de leur unique lampe, les visages peints semblaient se bouger, sourire, leurs yeux brillants d'une lueur qui n'était pas seulement le reflet de la flamme. La porte de la cave se trouvait sous l'escalier principal, une porte basse en bois massif bardée de fer. Elle n'était pas verrouillée. Elle s'ouvrit en grinçant, révélant des marches de pierre qui descendaient dans des ténèbres encore plus profondes. L'air qui en montait était glacial, chargé d'humidité et de cette odeur maintenant omniprésente de terre retournée. Solène se souvint. Elle se souvint de ce que son grand-père disait avant de perdre la raison et de se jeter du haut des falaises. La maison a des racines qui plongent profond dans la terre. Des racines qui se nourrissent de ce qu'on lui donne. Ils descendirent. 20 marches, 30, 40. La cave semblait descendre bien plus bas que le niveau de la mer. C'était impossible, ils auraient dû être sous l'eau maintenant, mais les marches continuaient, s'enfonçaient dans la roche nue. Les murs n'étaient plus en pierre taillée, mais en roc brut, suintant d'humidité. Des racines pendaient du plafond. Pas des racines d'arbres,
trop épaisse, trop pâle. Elle pulsait légèrement dans la lumière de la lampe, comme des veines gonflées de sang. Le sol de la cave était en terre battue, mais pas seulement de la terre. Solène vit des os humains à demi enfouis dans le sol, des crânes qui émergeaient comme des champignons blancs, des côtes qui formaient des arches gothiques, des fémurs plantés verticalement comme des piquets de clôture. Combien de personnes, combien de générations enterrées ici dans les fondations de la maison? Mathis avançait, cherchait l'escalier qui devait mener à l'extérieur. Il le trouva enfin dans un coin de la cave. Un escalier de pierre étroit qui montait vers une trappe de bois. L'espoir illumina son visage. Il grimpa les marches en courant, poussa la trappe. Elle ne bougea pas. Il poussa plus fort, de toutes ses forces. Rien, c'est bloqué de l'extérieur. Il y a quelque chose dessus, quelque chose de lourd. Louis monta le rejoindre, ils poussèrent ensemble. La trappe gémit mais ne céda pas. Solène regardait autour d'elle. Il devait y avoir une autre sortie. Il devait y en avoir. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était des os et de la terre. Et au centre de la cave, quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué d'abord. Un cercle tracé dans la terre, un cercle parfait d'environ 3 mètres de diamètre. À l'intérieur du cercle, des symboles. Pas du breton, pas du latin. Quelque chose de plus ancien, des symboles qui semblaient bouger dans la lumière tremblante, se réorganiser, former des mots dans une langue morte depuis des millénaires. Et au centre exact du cercle, une dalle de pierre. Une dalle avec une inscription. Solène s'approcha, déchiffra les mots gravés profondément dans la pierre noire. Ici repose Yves Le Guen, bâtisseur de cette demeure. Mort en 1749, que son sacrifice nourrisse éternellement ses murs, que son sang maintienne le pacte. Que sa lignée paie ce qui est dû. Elle comprit enfin. La maison n'était pas hantée. La maison était vivante, vivante depuis le jour où son ancêtre avait versé son propre sang dans les fondations, vivante depuis le jour où il avait fait un pacte avec quelque chose qui vivait dans la terre, sous les rochers, dans les profondeurs, où même la mer n'atteignait pas. Un craquement résonna au-dessus de leur tête, puis un autre. Les poutres du plafond commençaient à céder. De la poussière tombait, puis des morceaux de bois. La maison s'effondrait. Non, réalisa Solène. La maison ne s'effondrait pas, la maison se refermait sur eux, comme une bouche, comme un estomac. Mathis dévala les marches en hurlant. La trappe se referme, elle se referme toute seule. Louis le suivit, tomba sur les dernières marches. Ils coururent vers l'escalier principal, celui par lequel ils étaient descendus. Mais là aussi, des pierres tombaient, bloquaient le passage. Ils étaient pris au piège, enfermés dans le ventre de la maison. Solène regardait la dalle au centre du cercle. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle l'avait toujours su, au fond, depuis qu'elle était revenue, depuis qu'elle avait franchi le seuil. Le pacte exigeait un sacrifice volontaire, pas une victime prise de force, quelqu'un qui offrait son sang librement. C'était pour ça qu'Hélène était restée. C'était pour ça que le notaire avait disparu. Ils avaient compris. Ils avaient accepté, mais ce n'était pas suffisant. La maison voulait quelqu'un de la vraie lignée, quelqu'un dont le sang portait la marque originelle. Elle s'avança vers le cercle. Mathis lui agrippa le bras. « Qu'est-ce que tu fais ? Ne reste pas là. » Mais elle se dégagea doucement. « C'est moi qu'elle veut. C'est moi depuis le début. Pourquoi crois-tu qu'on m'a donné la chambre du 3e ? Pourquoi crois-tu que ma mère a disparu ? Elle a essayé de fuir. Elle a essayé de m'emmener loin d'ici. Mais on ne peut pas fuir ce qu'on porte dans son sang. » Elle entra dans le cercle. L'air changea immédiatement, plus froid, plus dense, comme si elle venait de passer à travers un voile invisible. Les symboles au sol se mirent à briller. Une lueur verdâtre, maladive, qui n'était pas de la lumière mais quelque chose d'autre. Quelque chose qui faisait mal aux yeux. La dalle au centre commença à bouger, à glisser, révélant un puits noir qui descendait vers des profondeurs inimaginables. « Solène !» Louis essaya d'entrer dans le cercle pour la tirer en arrière, mais quelque chose le repoussa, une force invisible qui le projeta contre le mur. Il s'effondra, sonné. Mathis ne bougea pas. Il savait, il comprenait, ses yeux étaient remplis de larmes. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Solène lui sourit. « Ce n'est pas ta faute. Ce n'est la faute de personne. C'est juste ce qui est, ce qui a toujours été. » Elle s'approcha du bord du puits. En bas, elle ne voyait rien.
juste le noir. Mais elle sentait quelque chose, une présence, quelque chose d'ancien qui attendait, qui avait toujours attendu. Elle entendit la voix de sa mère une dernière fois. « Pas toi, disait-elle. Pas encore. Tu dois comprendre d'abord. » Solène ferma les yeux. Elle ne voulait pas savoir, elle voulait juste que ça finisse. Elle fit un pas vers le puits, et c'est alors que la main l'agrippa, une main qui montait du puits, une main froide, humide, couverte de terre. Une main qui la tira vers le bas avec une force irrésistible. Elle tomba dans le noir, tomba dans les profondeurs où les Le Guen tombaient depuis 1749. Et au moment où elle disparaissait dans les ténèbres, elle entendit la maison soupirer. Un soupir de satisfaction, un soupir de soulagement. Le pacte était renouvelé pour encore quelques années. Quand Louis et Mathis reprirent conscience, ils étaient dehors, allongés sur l'herbe humide devant le manoir. L'aube se levait, pâle et froide. La brume s'était levée. Le manoir se dressait derrière eux, silencieux, apparemment inoffensif. La trappe de la cave était ouverte. Ils ne se souvenaient pas d'être sortis. Ils ne se souvenaient pas d'avoir grimpé l'escalier. Juste le noir, et puis l'herbe sous leur dos. Solène. Où est Solène? Ils retournèrent à la trappe, regardèrent dans la cave. Vide, pas d'os, pas de cercle, pas de puits. Juste une cave ordinaire avec des étagères vides et un sol en terre battue. Comme si rien ne s'était passé, le notaire Kervoisek arriva à 9 heures précises pour la lecture du testament. Il avait l'air reposé, détendu. Il ne comprenait pas pourquoi il le fixait avec ses yeux écarquillés. Mais quand ils montèrent à la chambre de Mathis, les noms sur le mur avaient disparu. Le plâtre était intact, fraîchement peint. Et quand ils ouvrirent la chambre de Solène au 3e étage, elle était vide. Pas de valise, pas de trace de son passage, comme si elle n'était jamais venue. Le testament fut lu. La maison revenait à Louis en tant qu'héritier mâle principal. Il la vendit la semaine suivante pour une bouchée de pain à un marchand de Brest qui voulait en faire une maison de villégiature. Le marchand emménagea en décembre avec sa femme et ses 3 enfants. En janvier, sa femme disparut. En février, ce fut le tour de l'aîné des enfants. En mars, le marchand lui-même. Les 2 enfants restants furent retrouvés errant sur la lande, incapables de parler, le regard vide. On les plaça dans un asile où ils moururent quelques mois plus tard sans avoir jamais reprononcé un seul mot. La maison resta vide pendant 2 ans. Puis, un cousin éloigné des Le Guen, qui ignorait l'histoire, décida de la reprendre. Il y vécut 6 mois avant de se jeter du haut des falaises, et ainsi de suite. Génération après génération, la maison attendait, prenait, se nourrissait. Comme elle l'avait toujours fait, comme elle le ferait toujours, parce que le pacte n'a pas de fin, le pacte est éternel, et dans les fondations, dans les profondeurs que personne ne voit jamais, Solène Le Guen dort. Elle dort avec tous les autres. Elle dort et elle rêve. Et dans ses rêves, elle entend la maison respirer. Elle entend la maison appeler la prochaine génération, appeler ceux qui portent le sang, parce qu'une maison ne meurt jamais. Une maison attend juste que ses enfants reviennent à la maison. Fin.